Donc nous accueillons maintenant un binôme exceptionnel. Donc Maïté Rosier et Serge Jauvert. Alors Maïté, vous êtes écologue et vous avez coopéré pendant 10 ans en Afrique sur des projets environnementaux. Depuis 2020, vous œuvrez chez Atmosud. C'est l'Observatoire pour la surveillance de la qualité de l'air en région sud. Vous êtes spécialiste de l'air et vous allez nous en parler. Alors il est plaisant qu'une personne qui se nomme Rosier vienne nous entretenir sur cet élément que nous respirons et sans qui les parfums de cette fleur célébrée par tant de poètes ne parviendraient pas à chatouiller nos cloisons nasales et nous emmener vers un état de grâce, mais sans aucun rapport avec notre voisine, capitale mondiale de la parfumerie. Je tiens à préciser à cette assemblée que tous les jeux de mots sont d'Antoine. Hein. Alors, il y a des fois, je lui dis non, mais ça, je ne peux pas dire. Je vais le dire. Donc, j'ai gardé les plus sérieux. Donc, Serge, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous nous proposez un profil qui n'est pas moins inintéressant, puisque vous avez passé 30 ans chez Texas Instruments. C'est bien cela. Cela raconte déjà une belle histoire. Chacun voyagera. Il martèle que sa technologie doit se mettre au service d'un environnement durable et responsable, et surtout pas l'inverse. Le mot retraite a été effacé de son dictionnaire personnel. Entre la mairie de Villeneuve-Loubet et la CASA, il pilote des délégations stratégiques, anime des commissions sur les hautes technologies, le numérique, l'environnement, les déchets, la mobilité, l'air, l'eau et l'énergie, dont il ne semble pas souffrir du tout du manque. Vous faites tout ça, beau. vraiment ? C'est trop beau. Donc, chère Maïté, cher Serge, l'atmosphère de cet amphithéâtre à cet instant vous revient de droit. Merci. Ben écoutez, merci de nous accueillir. C'est un grand plaisir pour nous de participer à ce deuxième colloque. Mais c'est dur d'intervenir après les deux présentes présentations, parce que là, on va être terre à terre. Hein. Je vais vous dire des choses, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, je commence. Bon, ça, on passe. Hein. Alors, d'abord, je vais vous expliquer le premier point. C'est parti, là. L'eau est une ressource vitale pour la vie et les activités humaines. Cependant, sa surconsommation et une mauvaise gestion entraînent des problèmes majeurs tels que le gaspillage et la pollution. Nous allons en parler en détail tout à l'heure. Avec les défis du changement climatique et la croissance démographique, une approche plus durable de la gestion de l'eau est indispensable pour préserver cette ressource essentielle. C'est une introduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Si on va faire un constat, on va se rendre compte que la consommation journalière par habitant, vous voyez que dans le monde, elle est de 137 litres par jour. Les États-Unis, c'est 450 litres par jour. Le Canada, 340. Nous, 150 litres par jour. On serait bien, mais c'est trop avec le changement climatique. Et vous voyez que les pays comme l'Afrique, aujourd'hui, on n'est qu'à 10-20 litres par jour. Donc, vous voyez les conséquences de ce qui va arriver. Serge, excusez-moi. Moi, cette slide-là, elle m'a estomaqué. C'est quand même incroyable. Je trouve qu'elle est très parlante, non ? Bah, écoutez, je n'ai pas fini. Je crois que les autres, elles sont encore peut-être plus... Ce deuxième constat, en 1970, le monde consommait 3 000 milliards de mètres cubes d'eau. En 2020, on est à 8 milliards de mètres cubes d'eau. Il faut savoir que la population actuelle est de 8,2 milliards d'habitants. Les projections à 2100, on va être aux alentours de, si je ne me trompe pas, à 2050, on sera à 10 milliards. La consommation mondiale est 60, si vous regardez les répartitions, la consommation mondiale est surtout 70% pour l'agriculture, 18% pour l'industrie
et 12% pour les usages domestiques. Et ce qu'on sait aujourd'hui, avec les projections, c'est que les besoins devraient croître de 50% d'ici 2030. Sur cette carte, en fin de compte, avec les couleurs, vous voyez les proportions de population utilisant des services d'eau. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a une personne sur 11 qui n'a pas accès à une eau propre, déjà aujourd'hui. En bleu foncé et en bleu clair, vous voyez où il n'y a pas vraiment il y a des soucis, mais le Canada, vous voyez, n'a pas de problème, et le Groenland non plus, normal. Mais on peut dire aussi que 2,2 milliards de personnes ne disposent pas de services d'eau potable gérés en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des risques, mais on l'utilise quand même. Alors maintenant, je vais vous parler des pressions et des enjeux. Premier problème, c'est la croissance démographique. Une population croissante entraîne une demande accrue en eau, augmentant la pression sur des réserves déjà existantes. Déjà limitées, pardon. On a aussi l'urbanisation rapide. L'expansion des villes accroît la consommation d'eau pour les infrastructures et les besoins quotidiens des habitants. On a aussi les pratiques agricoles intensives qui sont responsables. L'irrigation massive, nécessaire aux cultures intensives, accentue la pression sur les ressources hydriques. On a les pollutions des ressources, les rejets industriels, agricoles et domestiques détériorent la qualité de l'eau disponible. Et le changement climatique n'arrange rien dans tout ça. Les modifications des régimes, précipitations et l'augmentation des sécheresses compromettent la disponibilité des ressources d'eau. Si on regarde au niveau du changement climatique, on se rend compte que depuis 1900 à 2023, la température moyenne a augmenté de 1,5 degré dans le monde. Par contre, si on regarde le changement climatique en France, on se rend compte que de 1990 à 2023, on a augmenté de 2,6 degrés en France. Donc, on est très concerné par le changement climatique sur l'Europe, on va dire. Maintenant, vous avez une courbe, pas une courbe, mais une carte qui est très intéressante. On a plugué les différentes années et on se rend compte quelles sont les années les plus chaudes ou les plus sèches. Et là, vous vous rendez compte qu'en 2023, donc là, il y a 2 ans, on était une année très chaude, mais on avait encore une précipitation acceptable. Par contre, en 2022, on a été une année très chaude et aussi une année très sèche. Donc, on se rend compte que vraiment, on rentre dans une situation vraiment assez inquiétante. Et si vous regardez le stress hydrique en 2025, vous voyez les zones donc, qui sont en orange foncé, et les prévisions 2100, vous pouvez vous rendre compte que pratiquement tout le globe, à l'exception du Canada, sera concerné par la sécheresse. Alors, quels seront les impacts socio-économiques? C'est vraiment des questions importantes. Le problème d'accès à l'eau, le manque d'accès à l'eau potable engendre des problèmes sanitaires et économiques graves. Nous aurons notamment des conflits liés à l'eau. La rareté de l'eau potable exacerbe les tensions sociales et les inégalités au sein des communautés. Les pénuries d'eau contraignent des populations à migrer, accentuant les défis économiques et sociaux. Et nous aurons une augmentation des réfugiés climatiques. Les régions vulnérables comme l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine pourraient voir 143 millions de personnes déplacées dans les prochaines décennies. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, on parle et on nous dit qu'on ne peut pas accueillir tant de personnes. Dans tous les pays, c'est le grand point d'interrogation. Il faut se projeter. Dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que ces gens-là, on les laisse chez eux mourir, ou est-ce qu'on les accueille? Le monde est fou, oui. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que ce point-là des réfugiés climatiques, ça va être un très, très, très gros souci. Il me reste beaucoup de temps encore. Ok, bon, d'accord. Monsieur Jauvert, je peux vous dire aussi que pour Pierre Lafitte, c'était un gros sujet de préoccupation, cette migration des populations. Je sais, je l'ai rencontré, il m'en avait parlé. Concernant le gaspillage des ressources en eau, je pense que c'est très important aujourd'hui que l'on comprenne que les fuites d'eau dans les installations robinets sont responsables d'une très grande partie des fuites. En France, si je ne me trompe pas, la moyenne, c'est 20% de fuites. Donc, c'est quand même pas rien. Il y a aussi les causes industrielles. On a aujourd'hui une agriculture qui consomme trop d'eau et il faut vraiment absolument qu'on mette en place des systèmes, notamment le goutte à goutte. On le fait dans certains endroits, mais pas dans le monde entier. Et l'importance de la sensibilisation. Il faut absolument faire une campagne de sensibilisation envers chacun, pas uniquement les enfants, mais à tout le monde. Et j'insiste, hein, on le voit vraiment sur l'agriculture qui a vraiment un gros travail à faire. Alors, conséquences écologiques de l'exploitation agressive de l'eau, dont j'en ai parlé. Donc, on se retrouve une dégradation des écosystèmes, une perte de biodiversité, un assèchement des rivières et une pollution de l'eau. Je vais accélérer un peu parce que je pense que... Là, maintenant, je voudrais quand même faire un zoom sur nos captages en France. Il faut savoir que depuis 1980, on a perdu 13 000 captages. 13 000 captages, tout simplement, pour des raisons de dégradation de la qualité de l'eau. En fin de compte, ils ont été pollués soit à des nitrates, soit par des pesticides. Donc, si on continue à en faire rien, on continuera à en perdre. Aujourd'hui, on a en France, en 2023, 32 800 captages. Donc, 83% ont une déclaration d'utilité publique. Une DUP, c'est quelque chose qui protège le captage. C'est-à-dire que vous avez des périmètres de protection rapprochés, vous avez toutes les précautions qui ont été prises pour pas qu'on les pollue. Alors, bien sûr, il faut quand même parler de gestion durable. Donc, il y a des choses que l'on peut mettre en place, il faut réfléchir. Donc, moi, je pense que la collecte des eaux de pluie permet de récupérer l'eau pour un usage domestique et jardinier, réduisant ainsi la dépendance aux ressources conventionnelles, une irrigation efficace, la sensibilisation à la conservation et le stockage de l'eau, c'est très important. Et le mot stockage, vous verrez, le stockage, on va en parler souvent du stockage, pas seulement sur l'eau, mais même sur l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait également une reroute dans beaucoup d'endroits. Alors, les reroutes, on a commencé à le mettre en place ici dans les Alpes-Maritimes. C'est, en fin de compte, c'est la réutilisation, c'est le retraitement des eaux usées qu'on utilise. Par exemple, on va utiliser la reroute pour l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. On peut pour nettoyer les routes. Vous voyez, il y a des choses qui sont faites au lieu d'utiliser l'eau potable comme on le faisait par le précédent. Il faut également, il y a des possibilités de dessalement de l'eau de mer. Moi, je ne suis pas favorable, mais enfin, ça existe dans certains pays. Nous, ici en France, enfin sur le 0,6, on va essayer de mettre une tarification saisonnière. Tarification saisonnière, c'est pour justement éviter que les maisons secondaires, très souvent dans les maisons secondaires, vous voyez, l'été, on loue et puis les consommations sont énormes parce que les gens ne font vraiment pas attention. Donc, en mettant un prix saisonnier par rapport à la période d'été, beaucoup de communes se lancent dans cette idée pour essayer de, on va dire, par le prix, faire baisser la consommation d'eau. Il faut une gestion intégrée des ressources en eau, et ça, la France est en train de travailler sur le sujet, mais c'est pas facile à mettre en place. Voilà, je vous ai brièvement, en fonction du temps qui m'était accordé sur l'eau, dressé un petit tableau, pas très réjouissant, mais il fallait le dire. Et bien sûr, il y aura peut-être quelques questions après l'intervention de Maïté Rosier. J'ai l'énergie là, encore. Ah, vous avez encore. C'est pour ça que je vous ai dit. Allez-y.
2 minutes. Alors, la dépendance mondiale aux énergies fossiles représente un défi majeur pour notre avenir. La consommation énergétique actuelle dépasse les limites de ce que la Terre peut fournir, entraînant des impacts environnementaux significatifs. Nous allons analyser ensemble les conséquences de cette consommation sur notre planète. Vous pouvez constater que la production mondiale d'énergie repose sur l'énergie fossile à l'heure actuelle. On a 82% d'énergie fossile, 16% d'énergie renouvelable et 4% d'énergie nucléaire. Donc, le gros souci, c'est que l'énergie fossile, ça n'a pas une durée de vie éternelle. Donc, les plus gros consommateurs aujourd'hui, c'est la Chine, avec 22%, les États-Unis, l'Inde et la Russie. En France, vous pouvez constater que qu'on a une augmentation et un rebond de l'énergie grâce au nucléaire. Le nucléaire a une part très importante puisqu'on est à presque à 40%, alors que, bon, bien entendu, il y a encore des énergies fossiles, mais on a une grande quantité d'énergie fournie par le nucléaire. Où sommes-nous situés à l'heure actuelle au niveau de la consommation en énergie? Vous pouvez voir qu'avec le PIB, la France se trouve on va dire en 10e position. Les premiers, c'est la Russie, le Canada. Et que par habitant, on est quand même en énergie, on est en 6e position. On consomme par habitant 40 MW par habitant, alors que dans le monde, la moyenne est de 22 MW. Et dans les pays comme l'Afrique, on n'est qu'à 7 MW par habitant. Là, je tenais à vous faire une carte des réserves de pétrole et de gaz dans le monde. C'est important parce que, si vous regardez bien, sur les barils, on se rend compte que le Venezuela est le pays où il y a le plus de réserves. Elle n'est pas exploitée, ou très peu, comparativement aux autres pays. Moi, je pense que le garder des réserves inexploitées pendant longtemps, c'est une erreur du pays, parce que ça va générer des conflits dans le futur. Vous voyez très bien ce qui se passe en Ukraine. D'ailleurs, le président Trump, il n'est pas bête, il a été récupérer les terres rares. Donc aujourd'hui, c'est la même chose qui risque de se passer sur le Venezuela dans les prochaines années si on manque d'énergie. Et au niveau, donc, au niveau du gaz naturel, c'est la Russie, bien entendu, qui a le plus de gaz disponible. En charbon, donc, on est limité. Et vous voyez que la durée de vie du charbon, on en a encore pour 141 ans. Le pétrole, on a une durée de 54 ans. Le pétrole, c'est 25%. Le charbon, 55% des énergies fossiles. Le gaz naturel, 19%. Et on en a pour 56 ans. L'uranium, ça pourrait aller longtemps. Mais bon, tout ce qui est énergie nucléaire, il y a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Je vais vous en reparler. Alors cette courbe est intéressante parce qu'on se rend compte dans les projections que la courbe verte, c'est les énergies renouvelables. On pense qu'en 2050, on va se rapprocher de ce qui est de l'énergie pétrole. Et ça montre déjà qu'on a certains avantages. De notre côté, il faut se poser la question toujours du stockage. Parce que l'énergie solaire ou les éoliennes, si on n'a pas de moyens de stockage, eh bien on ne pourra pas continuer avec les suffisants, je parle. Il faut absolument qu'on trouve des solutions parce que les batteries aujourd'hui, c'est quand même pas suffisant. Il faut vraiment les améliorer. Alors, les énergies renouvelables comme l'éolienne et le solaire sont sujettées à des variations climatiques, rendant leur production intermittente. Pour garantir un approvisionnement stable, des technologies de stockage performantes sont essentielles.
Les batteries, ce que je vous disais au lithium, notamment utilisées dans les fermes solaires, permettent de stocker l'électricité générée en journée pour alimenter le réseau la nuit ou par le temps couvert. C'est des affirmations, mais il va falloir vraiment mettre toute notre technologie pour améliorer le stockage. Alors, les défis et les controverses du nucléaire, c'est tout simple. On a les défis radioactifs, les risques d'accident, le coût des infrastructures et la sécheresse. Pourquoi la sécheresse? Parce qu'il faut savoir que pour refroidir les centrales nucléaires, vous avez besoin d'énormément d'eau. Vous pouvez vous rendre compte que les centrales nucléaires sont toujours installées au bord de rivières, de fleuves. Et il faut savoir qu'en France, le parc de centrales nucléaires, pour le refroidir, ça représente 45% de la quantité d'eau que nous avons en France. Ces 45%, 98% d'eau sont reversés dans le milieu, et il n'y en a que 2% qui partent en vapeur d'eau. Mais il faut savoir que quand l'eau est reversée, on perturbe l'écosystème parce que l'eau est chaude, elle augmente en température. Mais il y a un autre problème, c'est que si on rentre en période de sécheresse et que les rivières, la quantité de volume diminue et qu'elles soient sèches, ben vous ne pourrez plus refroidir les centrales et vous allez être obligé de réduire leur puissance, si ce n'est pas, peut-être même les arrêter. Et c'est le gros problème. Dans l'avenir, est-ce qu'on pourra continuer à utiliser les centrales nucléaires? Ça, je ne sais pas répondre. Donc, c'est un quiz que je voulais, mais je vous ai déjà donné la réponse. Pour moi, le mot le plus important, c'est le stockage. Le stockage, c'est l'avenir, aussi bien pour l'eau que pour l'énergie. Il faut absolument qu'on trouve des solutions pour qu'on ait un avenir durable. Attends, je crois que j'ai fini. On a une présentation sur les enjeux autour de l'air. Donc, désolé, on prendra peut-être les questions après, mais d'ores et déjà, on commence à être un petit peu en retard. Il faut qu'on avance dans le programme. Bonjour à tous. Merci de la remarque. Oui. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc voilà, moi je suis Maïté Rosier, je travaille à Atmosud, qui est l'Observatoire régional pour la surveillance de la qualité de l'air. Donc c'est un observatoire, il y en a un par région en France, et on surveille l'air, on informe les populations, on informe aussi les acteurs des territoires. Donc on a plusieurs rôles qui sont délégués par l'État. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on va rentrer dans les limites, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Alors, quand j'ai vu ce mot limite, j'ai tout de suite pensé aux 9 limites planétaires qui ont été décrites en 2009 par une équipe internationale de chercheurs et qui ont quantifié en fait, les seuils au-delà desquels il y avait un impact sur les équilibres terrestres, donc un déséquilibre de ces équilibres, et donc un impact aussi sur les conditions de vie sur Terre. Et on voit qu'en 2023, 6 de ces 9 limites planétaires ont été dépassées. Donc ces chercheurs ont sonné l'alarme par rapport à ces limites. On voit que la pollution de l'air, elle n'est pas trop représentée, sauf au niveau des aérosols, que vous voyez juste en bas, où la limite, là, on est encore dans le vert, mais les aérosols, c'est pas vraiment toute la pollution de l'air. Très complexe à quantifier, la pollution de l'air. On voit bien qu'elle ne fait pas encore partie vraiment des éléments ici. D'autres limites, ce sont les 3 crises planétaires qui ont été définies par l'OMS et qui ont été aussi reprises par l'ONU comme des urgences planétaires. Là, on retrouve la pollution de l'air avec les eaux et les sols, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, bien sûr avec un impact direct sur les écosystèmes, direct et indirect sur la santé humaine. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des interactions entre tous ces éléments. Donc peut-être la solution est à chercher ici dans ces interactions, dans cette transversalité. Alors les enjeux autour de l'air, je vous les affiche tous, ils sont multiples, ils sont nombreux, santé publique, politique au niveau des aménagements, vous le savez bien, des normes, etc., planétaires avec le lien avec le changement climatique, l'impact sur les écosystèmes, économique aussi, notamment les coûts sanitaires, réglementaires. Il y a encore quelques temps, on était en contentieux par rapport à la qualité de l'air en France. Je vais plutôt axer là sur l'enjeu sanitaire. C'est quand même le plus important. Aujourd'hui, dans le monde, on est à pratiquement l'entièreté de la population qui est exposée à des niveaux qui dépassent les recommandations de l'OMS. Alors, ces recommandations de l'OMS, en fait, ce sont des niveaux au-delà desquels il y a un impact de la pollution de l'air sur la santé humaine. Donc, on voit que ça nous concerne tous, personne n'est épargné.
En termes de chiffres, je vous ai mis 5 millions de décès dans le monde par an. C'est 7 millions, même si on prend en compte la pollution de l'air intérieur. C'est notamment le cas dans les pays du Sud, où on utilise encore des foyers ouverts pour la cuisine notamment. Et 80% de cet impact sanitaire, il est lié à l'exposition chronique. Donc quand vous entendez pic de pollution, oui, il y a un risque pour les personnes les plus vulnérables, mais c'est vraiment la pollution qu'on respire au quotidien. Vous voyez d'ailleurs la mortalité au niveau mondial due à la pollution de l'air. Donc je vous ai mis quelques chiffres ici. Il y a 2% seulement du financement mondial qui est consacré justement à cette réduction de pollution de l'air. Et pourtant, on a des coûts sanitaires extrêmement importants. Donc, on retrouve là les enjeux économiques très, très importants. En France, un petit point, Santé publique France avait donné des chiffres qui sont constamment revus. Les chiffres sont très nombreux, mais bon, ils sont de toute façon énormes. 40 000 décès en France par an liés à l'exposition aux particules fines. Je vous ai mis une petite carte. Donc, nous, on produit des cartes de pollution de l'air sur la région PACA. En région PACA, on a 15% de la population qui est exposée à des niveaux qui dépassent les normes réglementaires. Alors, ces normes réglementaires, elles sont fortement maintenant inspirées des recommandations de l'OMS. Ces recommandations de l'OMS, elles ont été revues en 2021. Et elles sont beaucoup plus contraignantes qu'avant parce que les scientifiques ont montré qu'à des niveaux beaucoup plus faibles qu'on le pensait avant, il y a un impact très fort sur la santé, pas seulement pulmonaire, mais cardiovasculaire, etc. Et récemment, l'Europe s'est saisie de ces recommandations et donc a mis à jour les normes réglementaires au niveau de l'Europe. Donc ça a été revu fin 2024 et ça sera bientôt dans le droit français en 2026. Donc on a encore... les enjeux continuent, même si on était dans les normes jusqu'à maintenant, eh bien les normes sont de plus en plus restrictives parce qu'on connaît d'autant plus l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Alors, des éléments à bien comprendre, c'est la différence entre gaz à effet de serre et polluants. Quand on parle de pollution de l'air, on ne parle pas forcément de changement climatique. Alors, en effet, il y a des sources communes, notamment la combustion de combustibles fossiles, comme vous l'a montré M. Jauvert juste avant. On voit bien qu'au niveau mondial, on a la majorité de la consommation d'énergie liée à la combustion du gaz, du pétrole et du charbon. Eh bien, cette combustion entraîne des émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Donc là, on voit encore la transversalité de ces deux enjeux. Mais les gaz à effet de serre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas nocifs directement pour la santé humaine. Ils sont émis plus largement, ils s'accumulent dans l'atmosphère et ils ont cet impact justement sur le climat qu'on connaît tous. Par contre, tous ces éléments, la combustion, etc., ont aussi un impact en émettant des polluants. Et ces polluants de l'air ont un impact direct sur la santé humaine. Ce sont des éléments qui ont une durée de vie courte dans l'atmosphère et qui sont émis par différentes sources et qui sont dispersés. Il y a des réactions chimiques dans l'atmosphère qui fait que ça fait un pool de polluants et c'est ce pool de polluants qu'on respire. Donc, je vous ai mis en haut, qu'est-ce que c'est que cette pollution de l'air? Ce sont des gaz, des particules, de nombreux polluants différents, certains qui sont réglementés, d'autres non, certains qu'on connaît très bien, d'autres moins bien. Donc voilà, l'important c'est surtout de connaître l'impact sanitaire de ces polluants. Je vous ai mis aussi les différents secteurs émetteurs. Alors pour les particules fines, qui est vraiment un polluant multisource émis par énormément de secteurs, mais principalement les transports et le résidentiel. Dans le transport, on a aussi beaucoup d'émissions d'oxyde d'azote. Alors quand je dis transport, c'est le routier, le maritime, l'aérien. L'agriculture, ça va être l'ammoniac. On va voir un peu les tendances. Et au niveau de l'industrie pétrochimique, les solvants, etc., on a beaucoup de composés organiques volatiles. On va voir un peu après pourquoi je vous détaille un petit peu ces polluants. Alors au niveau de la tendance des émissions, donc ce qui est émis à la source, c'est vraiment les sources de pollution qui sont émises, qui après se transforment dans l'atmosphère et donnent ces concentrations qu'on respire.
Donc au niveau mondial, on voit qu'il y a quand même ces dernières années une légère tendance à la baisse, heureusement, sauf l'ammoniac, on a vu, c'est lié à l'élevage intensif, à l'agriculture, les engrais qui sont dispersés. Quand on laboure le sol, hop, ça relargue de l'ammoniac. Donc on voit que là, on a une vraie tendance à la hausse. Et je vous ai mis aussi en parallèle l'Union européenne, où on voit quand même que la tendance, elle est bien à la baisse sur la plupart des polluants. Par contre, dans les pays à faible revenu, on a une tendance à la hausse. Bien sûr, ils sont en pleine croissance, développement industriel, etc. Et là, il y a encore un parallèle avec les GES. On sait tous que plus les pays sont riches, plus ils émettent des gaz à effet de serre. Mais on voit ici que finalement, plus les pays sont pauvres ou en développement, plus ils émettent des polluants et donc plus ils vont être exposés à cette pollution de l'air. On a vu que c'est courte durée de vie, donc c'est plus local, ils vont être plus exposés. D'ailleurs, on le voit très bien sur cette carte. Alors, un zoom sur les particules fines parce que c'est le polluant qui a le plus fort impact sanitaire. Plus les particules sont fines, plus elles pénètrent profondément dans le corps. Et on voit bien qu'ici, ce sont surtout les pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est qui sont impactés par la pollution aux particules fines. Voilà, jusqu'à 6 ans d'espérance de vie perdue en lien à la pollution de l'air. En France, c'est 1 an pour le même chiffre. Vous voyez aussi la tendance des particules, elle est plutôt stagnante ces dernières années au niveau mondial. Donc voilà, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je vous ai mis une petite photo des feux canadiens qui sévissent actuellement. On a ressenti ces derniers temps, il y a même eu en mardi un épisode de pollution sur le département, pour vous dire que la pollution n'a pas de frontières. Donc même quand il y a des feux au niveau de l'Amérique du Nord, eh bien, on peut ressentir jusque chez nous les particules fines qui peuvent avoir donc un impact sur notre santé. Il y a eu des épisodes de pollution sur la région là, ces derniers temps, notamment à cause du transport des masses d'air, des particules issues de ces feux. Un petit zoom sur l'ozone. L'ozone, c'est un pôle. Alors, ce n'est pas la couche d'ozone, c'est la même molécule, mais on a cette ozone stratosphérique qui nous protège des rayons UV. Par contre, l'ozone au niveau en basse altitude, c'est un polluant qui est formé à partir de précurseurs. Ces précurseurs, ce sont les polluants issus des transports qu'on a vus, de l'industrie, et avec les rayonnements UV, etc., la chaleur forme de l'ozone, qui est un gaz irritant pour notre santé. On voit que les niveaux au niveau mondial sont stables. Parce que même si on arrive à travailler sur les précurseurs, notamment en Europe, on baisse les précurseurs, les émissions au niveau des transports, des industries, avec les normes, l'évolution technologique, eh bien, les niveaux de fond, qui sont planétaires, augmentent légèrement. Donc même si on a une stagnation chez nous, on n'arrive pas à travailler, à bien faire baisser ces niveaux d'ozone, parce que voilà, au niveau mondial, ils continuent à augmenter. Alors, quelques résultats sur la région PACA. Les tendances des émissions, des concentrations, tout ça, vous pouvez le trouver sur notre site internet. Et aussi l'évolution de l'exposition des personnes en région PACA. Vous voyez qu'il y a une belle tendance à la baisse. Je passe très vite, je sais qu'on est en retard. On a vu quelques polluants. Donc, ce ne sont pas les seuls. Il n'y a pas que les oxydes d'azote, que les particules, que l'ozone. Il y en a beaucoup d'autres, des composés organiques volatiles, des particules ultra fines, etc. Il n'y a pas forcément de valeur réglementaire pour chacun de ces polluants encore. Donc, il faut continuer à faire de la recherche sur ces polluants, notamment sur leur impact sanitaire. Et puis, il y a cet effet cocktail, cette synergie entre ces polluants. Donc, l'impact sanitaire, en fait, il est encore sous-évalué. Un dernier petit point, c'était sur la mobilité en lien avec tout ça. La mobilité, les transports, c'est un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, comme vous voyez à gauche, mais aussi de polluants, comme vous le voyez à droite. Donc aussi bien le secteur routier, l'aviation et puis le maritime. Rapidement, ce sont des secteurs qui sont en pleine croissance, qui continuent. Et donc dans les prochaines années, il va y avoir des croissances x2, x3, voire plus. On est toujours sur des solutions sur l'amélioration technologique, mais cette amélioration technologique, elle ne va pas assez vite non plus. Est-ce que ce sont les seules solutions? Peut-être pas. Il va peut-être falloir aller voir aussi d'autres choses, repenser ces usages, repenser ces moyens de déplacement. Les biocarburants, c'est aussi une certaine limite, même s'ils commencent à être utilisés même dans l'aviation, etc. Il y a des limites qu'on connaît tous. L'électrification massive,
bonne solution hein, pour la qualité de l'air notamment, mais comment va-t-on faire pour aller chercher toute cette énergie? Par exemple, ici, vous voyez un des plus gros paquebots au monde qui accueille 8000 personnes à bord. C'est des énormes paquebots qu'on continue à construire. Est-ce que ce monde est sérieux? Je ne sais pas pour ça, mais je ne crois pas parce que la puissance électrique qu'il va falloir leur fournir va être énorme. Puissance électrique qui va être quoi? Décarbonée, avec peut-être un impact comme dans le nucléaire sur les ressources en eau, carbonée avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà. En conclusion, comme je vous l'ai dit même au début, les solutions, je pense qu'elles sont vraiment transversales parce que tous ces enjeux sont liés. Il y aura une limite à cette avancée technologique. Peut-être qu'il y a ce besoin de sobriété, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, il y a des solutions qui existent à petite échelle, comme la mixité fonctionnelle urbaine, mais il va falloir aussi penser transversal pour trouver des solutions.